Nous sommes à Manosque, devant un lycée public. Depuis quelques jours, un enseignant est au cœur de toutes les conversations. Un professeur de Manosque suspendu pour avoir confondu cours d'instruction civique et militantisme anti-avortement. Il avait diffusé en classe des images de fœtus brûlés et amputés, ce qui avait choqué considérablement les lycéens et les parents. Maxime, Simon et Ludovic étaient en classe lorsque leur professeur d'histoire a projeté ce film, particulièrement difficile à regarder. No need to argue, pas besoin d'argumenter. C'est le titre de cette vidéo d'inspiration américaine. Des images sanguinolentes, en fait réalisées à partir de fausses couches ou d'avortements très tardifs. Nous avons choisi de ne vous montrer qu'un aperçu expurgé, loin des images bien plus dures qu'ont subi les élèves. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant le film? Du dégoût surtout. Ouais, voilà, bah oui, c'est ce qu'il a cherché à nous faire. Ouais. Parce qu'il y en avait beaucoup, quoi. Il y avait plein de sang partout, plein de... Ouais, des sauts de sang. Dans certaines classes, il a interdit les filles de sortir quand elles voulaient sortir. Il leur disait de tournez-vous. C'est de la propagande, en fait. Le Seigneur est avec nous. Une propagande qui vise en priorité les plus jeunes, c'est l'obsession des opposants à l'avortement. Enrôler par tous les moyens la génération qui vient. Vos entrailles est bénie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous sommes à Viroflay, dans les Yvelines. Ce dimanche matin, l'église fait salle comble. On dit les paroisses désertes et vieillissantes, pas ici. Dans les travées, beaucoup de jeunes sont venus en famille, comme Sixtine et Martin. Leurs parents sont pratiquants, mais aussi militants anti-avortement. À la sortie de la messe, Sixtine et sa maman guettent les paroissiens pour leur distribuer des ballons, mais ça n'a rien d'un jeu. Vous voulez un ballon là? Hop là, voilà. Hop là. Et toi aussi, non? Oui. On va donner les ballons aux enfants pour la marche pour la vie. Des lois pour la vie, pas demain. La marche pour la vie, c'est le rendez-vous annuel des anti-IVG. Nous marcherons jusqu'à ce que la loi sur l'avortement soit abrogée. Cette année, ils sont 2 fois plus nombreux que l'an dernier, 40 000 selon les organisateurs. Dans la foule, beaucoup de jeunes venus tonner contre l'avortement. Nous retrouvons Sixtine et Martin en train de marcher avec leurs parents. Ils parlent comme de vrais militants. Je suis venue pour qu'on empêche qu'on tue les bébés dans les ventres de leur maman. Ou presque. Pour que les lois soient pas... qu'on annule les lois sur ça, je crois. Malgré une ambiance se voulant bon enfant, la marche pour la vie est loin d'être un rendez-vous anodin. À l'image de Bruno Gollnisch du Front National venu marcher en tête de cortège. Il faut défendre la vie depuis son origine jusqu'à son terme naturel, contre tout ce que le regretté pape Jean-Paul II appelait la culture de mort et qui menace en particulier nos civilisations occidentales. Plus loin, ce sont bien les courants les plus radicaux du catholicisme qui défilent, à l'image de ces traditionalistes venus chanter en latin et en famille. Témoignage rare, nous avons rencontré une ancienne petite fille ayant grandi dans ce militantisme avant de s'en détacher complètement. Marie-France Fontana. Cette avocate de 35 ans ne vient pas de n'importe quelle famille. En 1987, sa mère a fondé la Trêve de Dieu, une organisation radicale, à l'origine d'actions commando contre l'avortement. J'ai été très impliquée comme enfant. Et chaque acte, chaque participation me heurte aujourd'hui, justement, parce qu'elle avait pour but de remettre en question
de porter atteinte à quelque chose qui me semble, comme adulte, comme enfant parvenu à la maturité, comme un droit fondamental. Elle est bien placée pour le savoir. La mise en avant d'enfants lors de manifestations contre l'IVG est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie. On utilise la parole, on utilise la présence de l'enfant. Et parce que ce qu'on veut dire, c'est cet enfant, eh bien, si on vous avait laissé faire, aujourd'hui, il n'existerait pas. Donc c'est vraiment du marketing fort, direct, et l'enfant est vraiment utilisé. C'est son image qu'il représente, ce qu'il est, qui est utilisé. Il n'y a pas qu'en France que les enfants sont utilisés. Bienvenue aux États-Unis, pays modèle de la lutte contre l'avortement. Ici, plus qu'ailleurs, les plus jeunes sont en première ligne. By his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Nous sommes à Naples, une petite ville de Floride. Les manifestants sont catholiques. Un évêque vient même inspecter ses troupes et leurs pancartes avec autorité. Ceux qui les brandissent sont entre 9 et 15 ans. Ils viennent chaque semaine monter la garde face au planning familial. Juste en face, au contraire, on se cache derrière des parapluies. Les femmes qui viennent au planning ont peur d'être identifiées. Des patientes ont déjà été suivies chez elles et menacées sur leur lieu de travail par des militants anti-avortement. Nous avons des informations pour vous quand vous vous montrerez. Mais à les écouter, ce sont les escortes du planning qui posent problème. On les appelle les escadrons de la mort. Ils viennent avec leur parapluie pour faire bouclier entre nous et les femmes. Ils ne veulent pas qu'on ait le moindre contact avec elles. La loi leur interdit de s'approcher, mais ne les empêche pas d'arrêter les voitures, de distribuer des tracts ou de chanter contre l'avortement. À défaut de pouvoir abolir le droit à l'IVG, le but est de culpabiliser les femmes qui viennent avorter. Les pancartes sont très explicites. Le fait qu'elles soient brandies par des enfants renforce leur impact. Certaines vont jusqu'à dénoncer le nom du médecin du planning familial. Il n'est que 10 heures du matin, mais il fait déjà 38 degrés. Après 2 heures passées en plein soleil, les enfants cherchent de l'ombre ou tombent la veste pour ne pas défaillir. Jack, 11 ans, semble même au bord du malaise, mais pas question de se plaindre, il est ici pour la cause. Pourquoi est-ce que tu es là? Pour arrêter l'avortement. Comment tu fais pour arrêter l'avortement? En priant. Qu'est-ce que tes profs t'ont expliqué? Ils m'ont juste dit qu'on venait là. Tu es heureux? Oui. Pourquoi? Parce que j'arrête quelque chose de mal. Tu as l'air très fatigué. Oui, parce qu'il fait très chaud. Malgré la chaleur, l'engagement des enfants réjouit visiblement les parents qui les accompagnent. Nous sommes très fiers d'eux. On les a déposés au carrefour ce matin. Ils sont si passionnés par cette cause et si désireux d'être là, malgré la chaleur, pour prier, pour dire aux autres que c'est mal et pour tenter de recruter les autres, juste par leur présence. Car les enfants ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils ont été amenés par le directeur de leur école qui bat maintenant le rappel. Montez dans les voitures. Ne changez pas de voiture. Ne changez pas de voiture. On les dépose à l'oratoire. Tous viennent de la même école, située à quelques kilomètres de là, dans une ville un peu particulière. Ave Maria, une ville entièrement dédiée au communautarisme catholique et au combat contre l'avortement. Sortie de terre en 2007, elle prévoit d'accueillir 11 000 habitants, mais pour l'instant, crise oblige, elle ne compte que 200 familles. Avec une moyenne de 6 enfants par foyer, cela fait tout de même 2000 habitants. Des pionniers, venus vivre selon leurs croyances au cœur d'une des régions les plus chaudes de Floride. Jackie, Jojo, on se lève, mes soleils. Il faut rendre gloire à Dieu. Les parents de Jake ont emménagé à Ave Maria il y a 3 ans. Il est 6 heures du matin et c'est déjà l'heure du réveil.
Visiblement, c'est un peu tôt pour Jake, surtout pour dire les grâces. Do you guys want to say grace before, like when you eat here? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord, amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Les parents de Jake pratiquent un catholicisme très strict qui exige d'avoir parfaitement digéré avant la messe. Pourquoi vous mangez si tôt ? On doit avoir fini de manger 1 heure avant de communier. On essaie d'avoir fini avant 7h15. Car la messe est généralement vers 8h20, 8h30. On essaie de s'y tenir. Mais notre aînée a raté son petit déjeuner ce matin, parce qu'elle a pris trop de temps pour sa douche. Les enfants ont à peine fini de s'habiller qu'il faut de nouveau prier. La famille se réunit dans le salon pour dire un rosaire, un rituel que Jake exécute de façon plutôt mécanique. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death, amen. And lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Avant d'emménager à Ave Maria, toute la famille vivait dans une grande ville. Pour venir ici, les parents ont dû changer de vie et les enfants quitter leurs amis. Au début, ta mère m'a dit que tu n'étais pas très heureuse d'être ici et maintenant tu trouves ça bien ? Oui, au début c'était dur. Tous mes anciens amis me manquaient. Je trouvais ça bizarre que la ville soit si petite. Mais on s'habitue. Et on finit par aimer. Et toi, Jake, toi aussi, tu trouves ça bien ? Tu aimes bien ta nouvelle école ? La ville ne compte qu'une seule école. Elle accueille 400 enfants de la maternelle à la terminale. À l'intérieur, pas de surprise. Entre la photo du pape et le drapeau du Vatican, nous sommes bien dans une école catholique. Question discipline, le règlement intérieur est plutôt exigeant. Il faut être un saint. Concernant l'emploi du temps, la journée commence par une messe. Elle se déroule tous les matins dans le gymnase de l'école, en présence des enfants comme des parents. Une fois la messe finie, nous retrouvons le directeur de l'école en pleine discussion avec les parents de Jake. Il planifie le prochain rassemblement contre le planning familial. Toute notre mission, c'est de faire que les enfants rencontrent le Christ et qu'ils sachent qui nous sommes comme êtres humains. Tout le programme est centré sur la dignité humaine, sur le fait qu'on est des enfants de Dieu et qu'on a une relation d'amour avec Dieu. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que ce n'est pas possible de tuer un être humain pour votre confort, que c'est absolument hors de question. Quand on grandit à Ave Maria, ce message anti-avortement est martelé sans cesse. Depuis l'école jusqu'à l'université, en passant par son imposante église. Une cathédrale de 30 mètres de haut, autour de laquelle toute la vie en communauté s'organise. Elle peut accueillir jusqu'à 2000 paroissiens, pratiquement toute la ville. Dans les travées, comme le recommande saint Paul, certaines femmes se voilent en signe de soumission pour écouter la messe. Une messe que l'on célèbre jusqu'à 6 fois par jour, en anglais et en latin. Nous avons voulu comprendre ce qui a poussé les parents de Jake à s'installer dans cette petite ville entièrement peuplée de fervents catholiques. Ça rend la vie plus facile d'être avec des gens qui pensent comme vous, qui aiment faire les mêmes choses que vous. C'est un peu comme un système de soutien, surtout pour les enfants, parce que nous élevons nos enfants pour la génération future. Voilà. La sécurité, vivre et grandir entre croyants, cet idéal a un prix. Dans une autre vie, le père de Jake était agent immobilier. Aujourd'hui, il travaille à Ave Maria comme éducateur sportif. La famille s'est beaucoup endettée pour acheter leur maison qui a perdu la moitié de sa valeur avec la crise immobilière. Leur seule consolation semble être cette vie communautaire à l'extrême,
où l'on ne rencontre jamais quelqu'un ayant d'autres valeurs. Aujourd'hui, c'est match de foot. L'équipe de Jack rencontre celle d'une autre école. Ce pourrait être l'occasion de croiser d'autres enfants un peu différents, mais l'équipe adverse vient elle aussi d'une école privée catholique. Un critère visiblement plus important que le niveau, car elle est aussi beaucoup plus âgée. Résultat, pas de miracle, l'équipe de Jack perd 17-0. L'essentiel n'est pas là. À Ave Maria, qu'on perde ou qu'on gagne, tout finit toujours par une prière. L'homme qui a pensé et financé Ave Maria, c'est lui, Tom Monahan, l'une des plus grosses fortunes américaines. Simple vendeur de pizza à ses débuts, il a fondé un véritable empire, Domino's Pizza. Des centaines de franchises dans le monde et un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 4 milliards de dollars. Depuis 1998, Domino's Pizza n'appartient plus à Tom Monahan. Il a vendu ses parts pour 1 milliard de dollars. Une fortune qu'il consacre entièrement à Dieu. C'est sa véritable passion, bien avant le baseball, le mécénat catholique. Dans ce domaine, Tom Monahan a des convictions très affirmées. Dans une interview, il a déclaré qu'il n'aurait pas épousé sa femme s'il avait su qu'elle n'était pas née catholique. Ses sorties médiatiques sont plutôt rares, ses propos livrés au compte-gouttes. Après de longues négociations, nous avons pu l'interviewer. Je suis allé au séminaire pour devenir prêtre, mais je me suis fait renvoyer. Vraiment? Yeah. Pourquoi vous vous êtes fait renvoyer? Parce que je n'écrivais pas assez souvent à ma mère. Très jeune, Tom Monahan a été confié par sa mère à un orphelinat. N'ayant pu devenir prêtre, il s'engage dans l'armée en 1956. Il y restera 3 ans avant de faire fortune dans les affaires. Au début des années 80, sa vie change. Il tombe sous l'influence d'une secte nommée Word of God, le mot de Dieu. Un mouvement exalté qui se revendique du catholicisme. Nous avons pu vérifier les liens qui existent entre le fondateur d'Ave Maria et Word of God. En 1998, lors d'une première enquête, nous nous sommes rendus au siège de Domino's Pizza situé dans le Michigan. Tom Monahan régnait toujours sur l'entreprise. Des couloirs à perte de vue, presque une ville en sous-sol. Un peu comme à Ave Maria, certains salariés du siège y vivaient en quasi-autarcie. Magasins, salle de gym, blanchisserie et même agence de voyage, tout était prévu. À commencer par l'église, où les cadres de Domino's Pizza venaient prier plusieurs fois par jour. Les sous-sols abritaient aussi une fondation religieuse, Mater Christi. C'est d'ici que Tom Monahan a longtemps financé ses projets. D'après la déclaration faite aux impôts, cette fondation a donné par exemple plus de 150 000 $ à Word of God en 1992. Mais ce n'est pas tout. Après quelques jours passés au sein de la fondation, nous avons appris que de nombreux cadres de Domino's Pizza étaient membres de la secte basée juste à côté du siège de l'entreprise. Très régulièrement, les salariés membres de Word of God s'y donnent rendez-vous pour prier ou plutôt se mettre en transe. Nous prenant pour des sympathisants, ils nous ont laissé filmer ce rituel très particulier et nous ont vite oubliés. Les cris que vous entendez sont censés prouver la manifestation de l'Esprit Saint. Bien que catholiques, les membres de Word of God pratiquent un rite propre à certains protestants évangéliques, le parler en langue. Le chœur des fidèles se met à bredouiller des langues anciennes comme au temps de la Pentecôte, des sons qui se transforment parfois en aboiements ou en scènes d'hystérie.
À Word of God, on pratique la chasteté jusqu'au mariage, mais pas vraiment la retenue quand il s'agit de communier. Sur fond de pop religieuse, la séance à laquelle nous avons assisté a duré près de 3 heures. Nous avons rendez-vous avec un homme qui enquête depuis 15 ans sur les liens existants entre le fondateur de Pizza Domino et des groupes intégristes. Russ Bellant. Il nous confirme que Tom Monahan est toujours sous l'influence de Ralph Martin, le fondateur de Word of God. On le voit ici sur un tract d'Ave Maria, aux côtés de son fondateur. Après avoir fait fortune, il a été approché par les gens de Word of God. Et il a décidé qu'il voulait s'impliquer davantage avec eux. Monahan voulait être vu comme l'homme de la Renaissance. Une renaissance qui passe notamment par la lutte contre l'avortement au niveau mondial. Car Tom Monahan n'est pas simplement animé d'une foi sans faille, c'est aussi un homme très influent. J'ai fait beaucoup de mécénat catholique ces dernières années. Et j'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine, mais pas de cette importance. Et j'ai créé une organisation de patrons catholiques appelée Legatus. Arrêtons-nous un instant sur ce nom, Legatus. Une fondation imaginée par Tom Monahan pour financer le pape. Elle dispose d'un bureau à Ave Maria. Et voici son responsable, John Hunt. Bienvenue à Legatus. Entrez. C'est le quartier général de notre organisation. La visite est charmante et pour cause, Legatus est une fondation très puissante qui ne craint pas la publicité. Grâce aux dons de 1500 chefs d'entreprise, elle est même l'un des principaux mécènes du Vatican. Notre dévotion au Saint-Père est en partie démontrée par le fait qu'un certain pourcentage des dons versés par nos membres, 10% de cette somme est donnée chaque année en cadeau au Saint-Père. Ces dons servent à financer certains voyages du pape aux États-Unis, comme ici à Détroit en 1987. La fondation a même payé les trônes utilisés à cette occasion, une générosité que Jean-Paul II savait apprécier. With great joy, I extend a cordial welcome to the members of Legatus. You have come to Rome in order to renew your determination to apply the teachings of Christ and His Church to the business world. Grâce à Legatus, Tom Monahan est un homme très influent au Vatican, que ce soit sous Jean-Paul II ou aujourd'hui sous Benoît XVI. Mais Legatus finance aussi des associations catholiques dédiées à la lutte contre l'avortement, comme Human Life International, la plus importante des associations anti-IVG américaines. L'organisation dispose d'un immense quartier général dans le Michigan. C'est d'ici qu'elle produit posters, vidéos et littérature contre l'avortement. Une propagande traduite dans toutes les langues. Et voici leur entrepôt. Donc ici c'est shipping. Tous les matériaux qui vont sortir sont stockés ici. Ils seront envoyés aux groupes anti-avortement de tous les continents. À l'image de ce tract, traduit de l'anglais au français que nous avons retrouvé dans des manifestations en France. Loin de s'en tenir à quelques tracts, la propagande de Legatus vise à exporter une autre vision du monde. C'est tout l'esprit de Legatus. Nous voulons changer le monde comme Dieu nous le demande. Et pour changer le monde, Tom Monahan fréquente volontiers certains présidents américains. En 2010, Legatus a décerné un prix à George Bush pour avoir nommé 2 juges anti-avortement à la Cour suprême. 2 voix qui feront peut-être basculer la majorité au sein d'une cour dont dépend le droit à l'avortement aux États-Unis. Legatus has inspired Catholic businessmen and women to extend the hand of friendship and faith to all they meet. Our nation depends on courageous leaders who will not only do things right, but do the right thing. Mais le rêve de Tom Monahan est plus grand encore.
enrôler la génération qui vient grâce à des écoles catholiques ultra-conservatrices. Notamment en Amérique latine, où la droite religieuse a aidé la CIA à lutter contre le communisme grâce à l'évangélisation. Comme ici, au Honduras. Aujourd'hui, c'est aux États-Unis que Tom Monahan construit des écoles pour évangéliser. Et dans ce domaine, il nous a confié avoir un modèle plutôt inquiétant. Vous connaissez Martial Martiel? Vous n'avez jamais entendu parler de Martial Martiel? C'était le plus grand esprit de tous les temps. Le plus grand esprit de tous les temps, pas vraiment. Peu connu en France, Martial Maciel est un nom tristement célèbre en Amérique latine. Né au Mexique, il a fondé les Légionnaires du Christ, un mouvement catholique militaire et sectaire s'inspirant des légions romaines. Ces centres d'éducation pour jeunes garçons sont présents dans de nombreux pays, dont la France. Inquiétant quand on sait que le nom de la Légion est mêlé à des centaines de plaintes pour viol sur mineurs, notamment commis par le fondateur sur ses propres séminaristes. Des plaintes passées sous silence pendant 50 ans. Il a fallu attendre Benoît XVI et le scandale révélant la pédophilie de milliers de prêtres pour que l'Église se décide à mettre les légionnaires sous tutelle. Une décision bien tardive pour ce représentant des catholiques pour le choix, une association qui se bat contre l'intégrisme au sein de l'Église. Ces plaintes ont été passées sous silence, peut-être parce qu'il était un financier du Vatican. Mais le fait est que Martial Maciel n'est pas un saint, c'est un monstre. Un monstre qui ne choquait visiblement pas Tom Monahan. Il a beaucoup soutenu le fondateur des Légionnaires. Quand nous l'interrogeons sur la pédophilie au sein de l'Église, Tom Monahan botte en touche et préfère se souvenir avoir initié Martial Maciel au baseball. Je ne vais pas vous répondre directement. Je vais vous raconter une histoire complètement différente. J'ai bien connu Martial Maciel. Je l'ai amené à un match de baseball et il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il ne savait pas ce qu'était un point, ni pourquoi courir, rien. J'ai dû tout lui expliquer. Il a regardé la scène de façon très intense. Cet homme comprenait le corps humain et comment il fonctionnait. Et il a dit que ce qui était très important, c'était ce grand pouls dans sa main. L'anecdote est pour le moins décalée, mais révélatrice de l'aveuglement d'un homme qui règne désormais sur une ville tout entière. Vue du ciel, Ave Maria ressemble subitement à un projet plus politique qu'à première vue. La ville est construite sur un ancien marécage. Le terrain a été offert par un propriétaire de casino, mais le maître à bord, c'est bien Tom Monahan. Tel Dieu en son royaume, l'ancien PDG de Domino's Pizza a tout pensé dans les moindres détails. Les plans, l'architecture et même les règles de vie. Ce que voulait créer Tom Monahan, c'est un monde catholique ultra-conservateur. Ce n'est pas la réalité. Les catholiques divorcent, ils utilisent la contraception, certains avortent. Ce qu'a voulu créer Tom Monahan, c'est un Disneyland catholique. Un Disneyland catholique, c'est bien comme ça qu'on nous le présente. Bienvenue à l'université Ave Maria. C'est la magnifique Ave Maria de Floride. C'est l'université de la ville. Tout ce qui est à gauche, c'est l'université. Et tout ce qui est à droite, c'est la ville. Et au centre, la magnifique cathédrale d'Ave Maria. There's a green one and a pink one and blue one and the yellow one and they're all made out of tiki-taki and they all look just the same. Derrière une façade digne d'une série télévisée, Ave Maria est une ville plutôt martiale. Le petit nom donné à la mascotte de la ville est à cette image, Jairin, une contraction de GIs et Marine. Dans le couloir des rêves où sont exposées les maquettes des bâtiments restants à construire, nous tombons sur un camp militaire, avec des dortoirs pour dormir à 12. Notre guide Kevin semble perplexe. D'après lui, il s'agirait d'un futur centre pour accueillir les visiteurs sur le thème de l'armée, l'autre passion de Tom Monahan.
Monsieur Monahan a été marine, et vous savez ce qu'on dit? Marine un jour, marine toujours. Il a pensé que ce serait bien d'avoir une sorte de thème. C'est un peu comme si nous étions en compétition avec Disney World. Ils ont un parc à thème, alors voilà notre parc à thème. Il utilise le thème des marines tout le temps. C'est juste une nouvelle approche, rien d'autre. En attendant, c'est à l'université d'Ave Maria que l'on fabrique de bons petits soldats. Comme à l'école de la ville, le drapeau du Vatican flotte sur ce campus de 800 étudiants. Le but de cette université ? Former l'élite du mouvement catholique anti-avortement. L'éducation, c'est important pour vous? C'est très important pour moi. C'est le problème avec les universités catholiques. Elles n'enseignent pas la foi aux élèves. Du coup, ils ne vont pas à l'église. Il a créé l'université d'Ave Maria parce qu'aucune université catholique ne lui allait. Ni celle de Notre-Dame ou celle de Détroit, ni aucune université catholique. Il a même dit que l'université Notre-Dame était l'œuvre du diable. Ave Maria, au contraire, ce serait le paradis. À Ave Maria, ils apprennent leur foi. Ils ont de très bons enseignants. Ils apprennent ce que le catholicisme veut dire. Parmi les intervenants de l'université, on retrouve Ralph Martin, le fondateur de Word of God. C'est lui qui anime les séminaires d'intégration destinés à accueillir les nouveaux étudiants. C'est dire si on ne badine pas avec la foi sur le campus. Le règlement intérieur est implacable. Un étudiant surpris avec quelqu'un du sexe opposé dans son dortoir encourt $200 d'amende. Les boissons non autorisées coûtent $150, blasphémer $10, dire le nom de Dieu sans justification, même tarif. Les filles doivent porter des jupes et les sportifs rester élégants. Une obligation pas toujours suivie en raison de la chaleur. Mais pour le reste, pas de doute, les étudiants d'Ave Maria sont plus formatés qu'ailleurs. Adam est étudiant en 3e année de théologie. Il a quitté sa famille pour venir étudier à Ave Maria, une démarche que ses parents, pourtant très catholiques, ont jugée extrême. Ce matin, c'est philosophie, un cours qui commence par une prière. Let's pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Les étudiants vont maintenant remplir un questionnaire sur Socrate. Vrai ou faux, bien ou mal, c'est un peu la philosophie de cette université. Ces étudiants sont très enthousiasmés par la foi. Ce sont des élèves qui veulent vraiment apprendre et savoir la vérité. Et la vérité, selon Ave Maria, est toute tracée. La théorie de l'évolution est bien disséquée, mais pour apprendre à la contrer. Au profit du créationnisme, une théorie qui veut que Dieu ait créé toutes les espèces, la seule vérité, selon l'université. Notre département de biologie n'a pas peur de ces questions. Il examine toutes ces théories. Il examine tout. Comment les espèces sont advenues et comment elles sont. Et toutes ces études démontrent que Dieu est bien le Créateur. Adam connaît bien sa leçon. Il fait aussi très bien ses devoirs. Chaque matin, avant les cours, il se rend à la chapelle de l'université pour prier. Dans cette pièce, les élèves se relaient pour que la Vierge Marie soit veillée 24 heures sur 24. La messe est très importante pour moi. C'est la source de toute la foi dont j'ai besoin pour remplir ma journée. L'université est très exigeante. J'ai besoin de cette force pour aller en cours, suivre, persévérer. Ave Maria impose décidément une discipline de fer à sa jeunesse. Peut-on s'épanouir quand on est jeune
dans une petite ville où tout est contrôlé dans le moindre détail. Nous avons rencontré ceux qui nous ont paru les plus rebelles. Pas d'attente excessive, ici les blousons noirs s'appellent les frères chrétiens. L'idée, c'est d'avoir une fraternité. Nous sommes tous du même genre. Ce n'est pas un groupe mixte incitant au flirt ou... Vous avez bien entendu. Cette fraternité exclusivement masculine sert surtout à se maîtriser. J'étais à une partie. Je ne faisais pas que flirter. J'étais prêt à aller plus loin. Un de mes frères m'a dit, « Mon frère, je sais ce que tu ressens. Tu veux coucher avec elle. » Moi aussi, je veux coucher avec elle. Elle est jolie. Mais demain, tu vas le regretter. Les garçons ont raison de s'encourager. Ce soir, leur détermination risque d'être mise à rude épreuve. La nuit tombe sur le campus et l'on s'apprête à faire la fête. Pas n'importe quelle fête. Un bal à thème rétro où l'on s'amuse comme au bon vieux temps des années 50. On s'amuse dans une ambiance saine. Des fêtes comme ça encouragent des relations saines entre filles et garçons. Les couples qui se fréquentent peuvent danser, mieux se connaître et voir leurs amis. Tant que les relations entre filles et garçons restent là, c'est une atmosphère très saine, comme vous pouvez le voir. Tant qu'ils sont chastes, les bals sont les bienvenus, ne serait-ce que pour favoriser les rencontres. Mais la distraction préférée des jeunes d'Ave Maria, celle que toute la ville encourage, ce sont les veillées contre l'avortement. Nous voici donc de retour face au planning familial. Cette fois, ce ne sont plus les écoliers, mais les étudiants qui montent la garde. Hail Mary. We pray this rosary for the intention of the ending of abortion here in Naples, the ending of abortion in our world. Depuis 1973, depuis que l'avortement est légal aux États-Unis, il y a eu 15 millions d'avortements, donc autant de vies prises. Et c'est sans compter celles prises par la contraception. La contraception qui a un aspect abortif. Quand vous allez vous marier, vous n'utiliserez pas de contraception ? Non. Non, je ne crois pas en la contraception. Nous, les catholiques, nous ne croyons pas à la contraception. Adam ne veut même pas entendre parler de la méthode naturelle consistant à éviter les relations sexuelles pendant les périodes d'ovulation. Je serai ouvert à tous les enfants que Dieu voudra bien nous donner. Le lendemain, nous allons à la rencontre des bénévoles du planning familial. Nous avons voulu connaître l'impact du siège que leur imposent les anti-avortements. Le centre réalise 400 IVG par an, avec un seul médecin. Il n'y a pas d'autres médecins dans tout le comté. Le dernier a arrêté en 1997 parce que les assaillants manifestaient devant chez lui et suivaient ses enfants dans le bus. Il a dit « je ne peux plus faire ça ». Les médecins américains ont d'autant plus peur qu'il arrive que des militants se disant pro-vie se transforment en meurtriers. Comme ici John Salvi. En 1994, il a tué 2 standardistes d'un centre IVG. Arrêté, il s'est proclamé soldat du Christ. Il faut que nous soyons plus nombreux, car l'avortement vise à anéantir l'Église. On l'a retrouvé mort dans sa cellule. Il n'avait que 22 ans. Et lui aussi venait souvent prier face au planning familial de Naples. L'homme qui a tué ces femmes était étudiant à Naples. Il a grandi en venant manifester avec ses parents devant notre planning. Donc on a toujours peur que quelque chose arrive à l'extérieur de la clinique. Le dernier médecin qui a été tué, c'était un mois avant qu'on ouvre le centre. Donc nous avons conscience qu'il y a des gens prêts à basculer dans la violence pour fermer une clinique. Aux États-Unis, rien ne dit qu'un jour le droit à l'avortement ne sera pas interdit. En attendant, les soldats du mouvement anti-avortement sont chaque jour plus déterminés et grignotent du terrain.
Qu'en est-il en France ? Nous sommes en route pour le planning familial de Toulon, l'un des rares de la région. Il faut parfois plusieurs semaines avant d'obtenir un rendez-vous avec un médecin, car comme aux États-Unis, on manque de praticiens. Non pas à cause de meurtres ou de harcèlement, mais parce qu'ils sont moins militants que leurs aînés, mal rémunérés ou tout simplement hostiles à l'IVG. Voilà, une dame pour une IVG en clinique, son gynéco lui a répondu « Je refuse d'effectuer cette IVG, vous n'avez qu'un seul enfant et votre couple est stable ». Donc cette dame était complètement... elle s'attendait absolument pas à ce genre de phrase. Donc elle a atterri chez nous pour nous parler de sa difficulté. C'est l'un des dangers qui planent sur le droit à l'avortement. De plus en plus de médecins invoquent le droit à l'objection de conscience pour ne pas le pratiquer. Le problème est si répandu qu'il fait l'objet d'une résolution au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Une députée irlandaise propose d'obliger les hôpitaux à remplacer les médecins objecteurs de conscience afin d'assurer la continuité des soins. La raison d'être de ce rapport est qu'en reconnaissant le droit d'un individu à l'objection de conscience, il y a un risque de voir grandir cette pratique. Une résolution jugée intolérable par les députés conservateurs proches des mouvements anti-IVG. Dans les couloirs, 2 associations anti-avortement ont pris la tête d'une pétition de médecins et de soignants pour faire pression. L'European Center for Law and Justice, c'est la branche européenne d'une organisation religieuse américaine avec laquelle travaille Tom Monahan. L'autre association est française. Xavier Mirabel représente l'Alliance pour les droits de la vie, une association de lobbying fondée par Christine Boutin, ancien ministre de la République. Quand elle ne brandit pas la Bible contre le Pax, la présidente du Parti chrétien-démocrate soutient activement le militantisme contre l'avortement. Nous avons cherché à l'interroger, mais elle n'a jamais trouvé le temps de nous répondre. Le savoir-faire américain inspire-t-il les anti-avortements français ? Nous avons montré nos images d'Ave Maria à Marie-France Fontana. Pour elle, les techniques utilisées sont les mêmes. Les mouvements français et les mouvements américains travaillent main dans la main. Ils travaillent en entraide, en financement, que ce soit la France qui aide les États-Unis ou inversement. Dans tous les cas, c'est un combat commun. Il arrive même que les intégristes français soient les plus inventifs. La trêve de Dieu s'enchaînait à l'intérieur des centres IVG dans les années 80, avant les Américains. Et bien sûr, les enfants étaient mis à contribution. On a utilisé finalement mon enfance et mon innocence pour aller, pour aider l'organisation et la préparation de commandos. Dans la mesure où j'avais 14 ans et que les hôpitaux commençaient à être très sécurisés, on s'est dit, un enfant de 14 ans, personne ne va l'arrêter. Et puis, pour que ça fasse plus crédible, on m'a posé un plâtre sur le visage. Je suis rentrée comme ça dans des hôpitaux, mais aussi j'ai pu faire le lien pendant des commandos anti-IVG entre ceux qui étaient rentrés, qui s'étaient attachés, qui donc avaient donné les clés, et moi je les récupérais et je les transmettais. La trêve de Dieu organisait même des stages pour former à l'action commando. Les stages avaient pour but d'apprendre aux participants à contourner les règles légales et à tenir tête à la police lors des interrogatoires. Pour mieux convaincre les enfants de braver la loi, les anti-IVG comparent volontiers l'avortement à la Shoah. Comme sur ce livre, montrant un fœtus frappé d'une croix gammée. Sur ce dessin visible sur le site d'une association anti-avortement, Simone Veil est accueillie à l'Académie du crime par Hitler, Mao et Staline. Même si vous n'êtes pas enfermé en permanence dans une ville, vous allez avoir finalement ce que j'appellerais un tel lavage de cerveau que vous n'allez pas rapidement vous rendre compte de la subversion, parce que le discours est bien structuré et il est fait pour toucher un enfant. Enfant, on me faisait pleurer sur les camps de concentration, on me faisait pleurer sur les martyrs en Pologne et on nous faisait pleurer aussi sur les bébés tués dans le ventre de leur mère. Aujourd'hui, visiblement, rien n'a changé. Je suis venue pour en
grossesse qu'on tue les bébés dans le ventre de leur maman. La propagande anti-avortement ne cible pas que les enfants de militants ou les écoles privées. Nous sommes de retour à Manosque, devant le lycée polyvalent des Iscles, un lycée public. Plusieurs jours après qu'un professeur ait projeté une vidéo anti-avortement en cours d'instruction civique, une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour les élèves. Quant aux parents, ils ne digèrent toujours pas qu'on ait pu montrer un film aussi violent à leurs enfants. Donc on a trouvé le site. Car la vidéo circule sur Internet, comme sur ce site anti-avortement, où n'importe qui peut la télécharger. Moi, j'ai été très choqué par la dureté des images. Moi, j'envoie mon fils à l'école, c'est pas pour qu'il voit ce que n'importe quelle télévision censurerait d'elle-même, quoi. La vidéo est si dure à regarder qu'elle a autant traumatisé les parents que les enfants. Mon fils, il m'avait rien dit. Il était tellement choqué il a préféré pas en parler. Donc j'ai visionné le film. J'ai beaucoup pleuré parce que c'est vrai que les images elles sont atroces. Mais après j'ai pensé aux jeunes. Voilà. Une jeune. Je me suis mis en place d'une fille de 15 ans. Excusez-moi. Émus et choqués, ses parents ont décidé d'alerter l'administration du lycée. L'établissement a refusé de répondre à nos questions. Sur les plateaux de télévision, l'inspecteur d'académie nie avoir eu connaissance de précédents. Si nous avions connaissance de cours de cette nature déjà conduits par l'enseignant dans les mois, voire dans les années antérieures, la réponse c'est non, puisque nous avons en l'espèce donc déclenché une inspection lorsque ce signalement nous a été effectué. Pourtant, d'après le témoignage des élèves, l'enseignant avait déjà projeté ce film aux classes des années précédentes. Il n'en était pas non plus à ses premières prises de position controversées contre la démocratie ou la laïcité. C'est pas le programme. C'est toujours les chrétiens. Comme par exemple, on a fait un contrôle sur Athènes. Dans le contrôle, comme extrait de document, il nous a parlé de l'avortement à Athènes, justement. Dans ses cours, l'enseignant ne s'est pas contenté de projeter un film anti-avortement. Il leur a aussi distribué un tract signé d'une association intégriste où l'avortement est qualifié de meurtre, même en cas de viol. Il nous a dit que quand une fille elle se faisait violer et qu'elle tombait enceinte, c'est qu'en quelque sorte elle prenait du plaisir parce que si elle n'avait pas pris de plaisir du tout, elle ne serait pas tombée enceinte. C'est un peu spécial. Mais qui est donc ce professeur un peu spécial ? Sur Internet, son profil renvoie vers des vidéos anti-IVG. Ses centres d'intérêt sont tous liés au mouvement anti-avortement ou à l'extrême droite. Comme ce lien vers la page de Bruno Gollnisch. Sous le pseudonyme d'Aliénor d'Aquitaine, il a aussi demandé ses élèves en amis. Et lorsque l'un d'eux diffuse la lettre des parents en colère, le professeur les compare à des serviteurs d'un régime nazi. Nous sommes allés à sa rencontre pour connaître sa version des faits. Il refuse d'être filmé sans être rémunéré. Toute interview sera précédée, il y aura d'abord un contrat écrit signé avec indemnisation pour les mouvements produits. De toute façon, je vais avoir besoin d'argent tant pour assurer ma défense que pour le mouvement produit. Donc de toute façon, voilà, ça se passera comme ça. Une demande que nous avons bien sûr refusée. Mais quelques jours plus tard, nous l'avons retrouvé lors de la marche pour la vie, acclamé comme le héros du jour. Depuis 5 ans que je fais ce débat dans ce lycée, on essaye toutes les méthodes possibles. Cette année, par exemple, on m'a enlevé mon vidéoprojecteur, pensant que je ne pourrais pas projeter des images de résultats d'avortement. Pour 6 petites minutes d'un film que j'avais projeté, ils ont eu droit au cours d'éducation sexuelle de l'infirmière. Mais ça n'est pas tout. Ils ont eu le droit à l'intervention massive du planning, cette officine de mort qui est chargée de les endoctriner. Les élèves étaient soi-disant traumatisés par les images d'avortement que j'avais montrées. Selon le ministre, critiquer l'avortement, en le faisant, j'ai commis un crime, j'ai attenté, dit-il, je le cite, au respect de la loi. Voilà la vérité de cet État qui nous gouverne, un État totalitaire.
D'après les responsables du planning familial de Toulon, de plus en plus de jeunes tiennent des propos hostiles à la liberté sexuelle. Les films comme celui projeté en classe à Manosque contribuent à ce rejet. J'ai reçu plein de jeunes filles à qui on avait projeté Le Cri silencieux, qui est le même type de film où on dramatise, et un tissu de mensonges, parce qu'on montre que des fœtus qui n'ont pas du tout 12 semaines. Le médecin ou l'infirmière qui le tient met ses 2 mains à 12 semaines, ça passe par une canule qui fait 1 centimètre de diamètre, même pas, oui, 1 centimètre, 1 centimètre 2 même. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec ça. C'est quoi le but? Je pense que le but, c'est faire peur en croyant faire de la prévention. Alors la peur, c'est un très mauvais moyen de prévention. Les jeunes qui sont élevés dans ce cadre, où on les formate comme ça, le sexe c'est mal, tout ça, ils n'ont pas d'information, pas de prévention, donc après ils vont quand même avoir une sexualité parce que voilà, ils sont jeunes, ils sont amoureux, ils sont pleins de désirs, mais une sexualité sans protection, et donc après nous on les retrouve ici, super culpabilisés, pensant qu'ils vont commettre un meurtre, mais demandant quand même l'IVG. Donc ça met les gens dans une position infernale, dans la souffrance, dans la culpabilité, mais ça n'empêche pas une seule IVG. Non à la fermeture des centres d'IVG. Le droit à l'avortement est un acquis bien fragile. Cette fois, ce sont les partisans des droits des femmes qui manifestent. Nous manifestons parce que l'IVG est en danger en France. 4 femmes sur 10 ont recours à l'IVG, mais le nombre de centres ne cesse de diminuer. Il est passé de 176 à 118 entre 1999 et 2010. Presque un tiers de moins en 10 ans. On a une loi en France, mais on n'a pas les moyens pour l'appliquer. L'État se désengage, les conseils généraux ont de moins en moins d'argent, et la relève militante manque pour veiller à ne pas perdre ce droit que des petites filles d'aujourd'hui pourraient regretter demain.